bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un naufrage qui n'est pas trop connu, contrairement au naufrage du Titanic que tout le monde connaît. Mais moi, j'ai envie de vous faire connaître l'histoire du Saint Philibert, qui est donc disparu en mer en 1931 avec à peu près 408 passagers. Nous allons donc partir aujourd'hui du côté de Nantes et je vais vous raconter cette petite histoire. Alors c'est un bateau de promenade à vapeur qui est utilisé donc à la belle saison par la navigation côtière sur l'estuaire de la Loire. Il fait principalement l'aller-retour entre Nantes et Saint-Nazaire. Alors c'est un bateau qui ne dispose pas de TSF, qui a très peu de gilets de sauvetage et ne dispose également que de très peu de canots. Au matin du 14 juin 1931, le bateau de la compagnie de la messagerie de l'Ouest, affrété par les loisirs, un groupement d'ouvriers, part donc du port de Nantes pour se rendre en excursion sur l'île des Noirmoutiers. Alors le 14 juin, c'est un jour pourtant de fête, c'est la fête Dieu, mais pour ces 500 passagers environ, il est mieux à faire d'aller se promener, faire une belle excursion. À cette époque, il n'y a pas de congés payés et donc les excursions se font rares. Donc pour eux, la fête Dieu, ils s'en fichent un petit peu, ils préfèrent aller se balader et profiter de cette belle occasion qui leur est donnée. Alors c'est à peu près 500 passagers qui vont monter à bord du Saint-Philibert. Alors, nous ne savons pas exactement les nombres exacts parce que seuls les passagers adultes étaient comptés et non les enfants. Mais bon, normalement la journée devait être belle, il faisait soleil malgré un petit vent et la navigation était assez connue pour être assez simple dans la baie de Bourgneuf. Alors il y avait 7 hommes d'équipage dont le capitaine Olive qui était un capitaine qui était tout juste à la retraite. C'était un capitaine qui était formé pour la navigation au cabotage, c'est-à-dire qu'il ne devait pas quitter la côte des Yeux. Mais c'était un très bon capitaine, il avait l'autorisation de naviguer, donc la journée devait se passer vraiment tranquillement, tout devait bien se passer. Alors l'allée se passe relativement bien, même s'il y a un petit peu de vent et que les gens ont tendance à être malades, mais voilà, ils arrivent tranquillement à 13 heures sur l'île de Noirmoutier à l'Herbaudière. La journée se passe très bien, tout le monde est content, certains vont jusqu'au château de Noirmoutier visiter, d'autres vont pique-niquer. C'est vraiment une très belle journée pour ces ouvriers, donc ils en profitent et ils ont bien raison. Alors à 17 heures, il est temps de reprendre la mer. Donc le capitaine Olive fait sonner le bateau pour rappeler tout le monde. Et entre-temps, la mer s'est quand même relativement dégradée et le capitaine Olive a quand même des doutes sur le retour et voudrait lui rester sur l'île de Noirmoutier. Cependant, ce sont des ouvriers donc, qui travaillent à l'usine et ils n'ont vraiment pas envie de perdre leur journée du lendemain en n'étant pas présents au travail. Donc finalement, le capitaine Olive va reprendre la mer, mais toutefois, il y a environ 49 passagers qui, eux, ne monteront pas sur le bateau car ils avaient vraiment été trop malades le matin et ils préfèrent affréter un quart et attendre donc la marée basse pour passer sur le passage du Gois. Vers 18 heures, une pluie violente s'ajouta aux affres de la mer et les gens, pour éviter d'être trop mouillés, préfèrent monter sur le pont supérieur et vont se masser du côté couvert et donc tous avoir tendance à se mettre du côté tribord pour éviter d'être mouillés. Ce qui fait gîter énormément le bateau et rend donc sa stabilité dangereuse. Il s'ensuivit une gîte qui coucha le bateau,
Puis vient une lame encore plus violente qui fit basculer le navire tel un kayak. Plusieurs personnes assistèrent malheureusement à ce naufrage tout en étant impuissants. Voici quelques témoignages. Donc, Maître Roux raconta. Dimanche, vers la fin de l'après-midi, nous arrivions, mon père et moi, après une longue promenade sur la côte à la pointe de Saint-Gildas. Le vent soufflait déjà en rafale et nous nous arrêtâmes sur les rochers pour assister à ce spectacle émouvant et terrible d'une tempête. Nous ne nous doutions pas que nous allions être les témoins du drame le plus poignant et aussi le plus désolant qui se puisse imaginer. Lorsqu'ayant garé l'auto, je rejoignis mon père, qui déjà, jumelle en main, explorait l'horizon. Je fus accueilli par cette phrase « Tiens, me disait mon père, dont les solides connaissances vieilles maritimes sont connues de ceux qui l'ont approché, il y a là-bas un rafio qui prend quelque chose. » À l'œil nu, je distinguais moi-même au large de Saint-Nazaire, tout près, me semblait-il, de la bouée du Châtelier, c'est-à-dire à cet endroit où l'estuaire de la Loire offre les plus grands dangers, un navire qui semblait lutter ferme contre les bourrasques qui l'assaillaient. Je distinguais aussi, séparé du premier par quelques encablures seulement, mais vous savez que rien n'est plus difficile à évaluer que les distances marines. Le côtre des pilotes qui naviguaient à la voile. Si ce dernier paraissait résister avec succès à la rafale, il n'en était pas de même pour le premier navire. Malgré la brume qui régnait alors, je remarquais, et mon père le notait encore mieux que moi, que le premier bateau, qui était beaucoup plus imposant que le bateau pilote, si imposant même en raison de sa superstructure, que nous pensâmes tout d'abord qu'il s'agissait d'un cargo, voire d'un vapeur, de fort tonnage. Mais avec sa jumelle, mon père aperçut bientôt que c'était en réalité un bateau d'excursionnisme. Le navire naviguait le flanc offert à la bourrasque, embarquant vraisemblablement d'énormes paquets de mer. Nous pensions qu'il cherchait à gagner le chenal, et il n'en était pas bien loin, lorsque soudain le navire sembla prendre une direction nouvelle qui devait lui permettre de ne plus être pris en travers par le vent et par la lame. Cette manœuvre fut-elle volontaire? Je ne saurais le dire. Que se passa-t-il? Hélas, ce fut alors le désastre. Le navire, soulevé par les lames, ne nous était visible que par instants. Il disparut soudain dans un creux. Les mâts eux-mêmes, nous ne les voyions plus. Nous attendions à les voir réapparaître au sommet de la lame suivante. Vaine attente. Mon père, se tournant vers moi, me dit avec quelques angoisses: « Vous le concevez, voilà un navire qui vient de couler, corps et biens. » Nous ne pouvions croire en la réalité de ce que nous avions vu, tant cela nous paraissait formidable et atroce. Peu après arriva le patron d'une buvette de l'endroit qui, comme nous, venait d'assister à ce drame rapide et courait, incrédule et terrifié, nous en demander, à nous, la confirmation. Quelques minutes plus tard, c'était le guetteur du sémaphore, qui lui aussi avait vu, qui était certain du fait, et qui nous apprenait que le bateau perdu était le Saint-Philibert. Le guetteur du sémaphore de la pointe de Saint-Gildas assista à toute la catastrophe, et il donna l'alerte vers 18h30. La mer était vraiment mauvaise, et c'est que vers 20h20 que le remorqueur Le Pornic arriva sur les lieux, où il récupéra un passager vivant accroché à une bouée. Malheureusement, il ramena également 3 cadavres. S'ensuivit le bateau, le Saint-Georges, qui lui retrouva 7 autres passagers vivants. Malheureusement, il n'y aura que ces 8 survivants sur les 500 personnes qui avaient pris la mer le matin. Je vais vous partager également quelques témoignages des survivants. Maurice Duverge explique: « Une montagne d'eau s'est abattue soudain, nous dit-il, sur le Saint-Philibert, par bâbord, alors que tous les passagers se trouvaient à tribord et sur la passerelle supérieure. Le frêle esquif, bien plus fait pour la navigation en rivière que pour la navigation en mer, se retourna comme une coque de noix. C'était fini. Or, comment cela s'est-il produit? Que vous dirais-je? Ce fut rapide comme l'éclair. Le bateau se pencha soudainement sous la rafale. Une bourrasque plus vigoureuse le retourna. Cela dura à peine quelques secondes, et je me retrouvai dans l'eau
Autour de moi, des corps flottaient, cependant que les bruits de la mer démontés étaient couverts par les hurlements des femmes et des hommes et des enfants. Comment retrouver les miens au milieu d'une telle foule? Le bateau a été trouvé de plein vent, de plein vent. Alors il a embarqué de l'eau, il s'est couché, il a embarqué de l'eau, il est revenu péniblement, et puis quelques secondes après, il a été repris par un coup de vent, et il a tourné complètement. On s'est accrochés les uns les autres, il m'a semblé recevoir un coup sur la tête, j'ai coulé, et puis je me souviens plus très bien, j'ai presque perdu connaissance. Et quand je suis revenu à moi, j'étais dans la bouée. Vers 21 h, la mer se calma, ce qui permit à d'autres bateaux de venir sur le lieu du naufrage, et c'est environ 77 corps qui seront récupérés à ce moment-là. 200 corps en tout furent repêchés sur la première semaine, et ensuite, tout au long des mois et voire de l'année suivante, la mer rejeta petit à petit les corps. D'ailleurs, malheureusement, certains corps ne seront jamais retrouvés. Les corps s'échouèrent un petit peu partout, on en retrouva jusqu'au Morbihan. Il y a eu des corps de repêchés à Noirmoutier, à Saint-Nazaire, à Pornic, jusqu'à La Rochelle, sur l'île Dieu. 50 corps environ ne furent jamais retrouvés, et ce qui causa des craintes sanitaires à la population environnante, qui de ce fait se mirent à diminuer leur consommation de crustacés et de poissons, et ça sur environ un an. Il y a eu également un impact économique sur le tourisme, parce que les gens ne voulaient pas venir sur la côte pour se baigner de peur de retrouver un cadavre, ce qui peut se comprendre. Le 18 juin 1931, les funérailles furent grandioses. Les 77 corps furent emmenés pour une cérémonie civile dans la cour du château des Ducs. Puis, les 77 corps furent mis par 6 dans 13 véhicules militaires transformés en corbillard pour l'occasion, et ils se dirigèrent ensuite vers la cathédrale de Nantes, où la cérémonie se fit sur le parvis de l'église, tellement il y avait du monde qui assistait à cet événement et qui était venu leur rendre hommage. Le 5 août 1931, le bateau, le Saint-Philibert, fut renfloué. À l'intérieur, on retrouva 33 cadavres, principalement de femmes et d'enfants. Le bateau semblait récupérable. Il a eu donc par la suite une seconde vie. Il fut transformé en bateau de charge. Il changea ensuite plusieurs fois de nom et fut mis à la ferraille en 1979. En 1933 eut lieu le procès où on mit en cause les différentes possibilités du naufrage. Alors, bien sûr, on posa la question sur l'équipage. Est-ce qu'ils étaient assez nombreux pour cette navigation? Est-ce qu'ils étaient assez qualifiés? Le capitaine Olive était certes à la retraite, mais c'était quand même un très bon capitaine, même s'il n'était pas spécialement formé pour la navigation en mer. Ensuite, on considéra qu'il y avait sûrement beaucoup trop de passagers sur le bateau, et le manque aussi de moyens de communication, le bateau n'ayant donc pas pu lancer de SOS comme il n'y avait pas de TSF dessus. Malheureusement pour les familles, personne ne fut considéré coupable et on mit cela sur le dos de la tempête. Alors voilà, c'est la fin de ce nouveau fait divers. Dites-moi si vous connaissiez l'histoire du Saint-Philibert. Et puis en commentaire, dites-moi également ce que vous pensez de la cause la plus probable de ce naufrage. Alors pour moi, c'est franchement un ensemble, je pense, de causes entre le mauvais temps. Personnellement, je pense que le Saint-Philibert n'aurait pas dû repartir de l'île de Noirmoutier. Ensuite, le bateau n'était à première vue pas du tout adapté avec ce nombre de personnes et pour une navigation en mer. Donc je pense que c'est un ensemble de causes qui fit que malheureusement le naufrage était inévitable avec cette tempête.
Je vous souhaite à tous une agréable journée et à bientôt.